va commencer. Alors, avant de commencer, à 11 heures, vous avez à rendre cet exercice résolu. Je pense que... Non, c'est pas cet exercice. Un exercice sur ce que nous allons voir aujourd'hui, l'algorithme de Moore. Et ce sera uniquement pour les présents. Donc, les absents... Pour les absents, ils n'auront pas... je ne vais pas considérer leur rendu. Alors, et les présents... Merci, oui. Donc, les présents, Wajih, Edi, Mohamed, Wael et Yem. Ok. Alors, pour cette séance, on va voir deux algorithmes. Un algorithme qui peut remplacer, comme nous avons déjà dit en classe, qui peut remplacer la représentation du résultat de l'ordonnancement par l'algorithme de Gantt, c'est l'algorithme de Roy. Et puis, on va voir un deuxième algorithme pour l'ordonnancement d'une situation particulière industrielle particulière. On va voir que ce sera pour l'optimisation du nombre de tâches en retard. On va commencer par l'algorithme de Roy. Juste avant ça, je vais vous rappeler rapidement notre état d'avancement. Nous avons commencé par présenter, et vous pouvez trouver des vidéos qui illustrent cet avancement. Nous avons commencé par présenter ce que l'ordonnancement, l'objectif, la présentation sous forme normalisée alpha, bêta, gamma d'un algorithme d'ordonnancement. Puis nous avons parlé du cas particulier d'un atelier à une seule machine ou un seul poste dans le cas général. Et dans ce cas, on parle de règles de priorité. Nous avons évoqué quelques règles et appliqué sur des exemples des règles de priorité. Si on veut présenter le cas d'une seule machine sous forme de alpha, bêta, gamma, on a dit que alpha dans ce cas est égal à 1. Après, dépendamment de l'objectif et des paramètres dont nous avons besoin pour résoudre ce problème d'ordonnancement, on peut définir le paramètre bêta. Nous avons par la suite vu le cas particulier de l'algorithme hongrois d'affectation qui est utilisé surtout dans le cas de l'affectation des tâches, par exemple dans un bureau d'études pour affecter des projets ou dans des zones de stockage pour mettre un certain type de produit. Dans ce cas, on travaille sur l'optimisation de la durée totale d'exécution et non pas des durées d'exécution individuelle des projets ou du volume de stockage ou autre. Pour la semaine dernière et celle d'avant, pour 2 dernières séances, nous avons travaillé sur les algorithmes de Johnson et Jackson qui optimisent respectivement des problèmes d'ordonnancement à séquence unique pour Johnson, c'est-à-dire que à séquence unique pour toutes les commandes traitées et à séquences différentes qui peuvent avoir des séquences différentes ou des gammes de production différentes pour l'algorithme de Jackson. Nous avons vu aussi qu'en partie, Jackson utilise Johnson pour la partie de commande, pour l'ensemble de commandes qui ont une séquence, des séquences similaires. La dernière séance aussi, nous avons avancé un peu l'étude ou le travail sur le logiciel Lokin pour que vous arrivez à résoudre les problèmes pour votre projet de gestion des opérations. On va commencer avec l'algorithme de Roy et je vous ai déjà dit que cet algorithme-là, c'est un algorithme pour calculer les dates de début de chaque... Madame, ما فهمنيش بارتاج. Ah, il n'y a pas de partage? Merci.
C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on va Ah oui, commencer. bien. Ce que j'ai montré, c'est juste un résumé de ce que nous avons vu. Donc, vous connaissez déjà les diapositives là demain. Et pour l'algorithme de Roy, c'est un algorithme pour calculer les dates de début et de fin de chaque étape pour chaque job. D'accord? Ça remplace Gantt, la représentation graphique de Gantt. La généralisation de l'algorithme de Roy est possible. Donc, on peut appliquer cet algorithme de calcul de date de début et de fin, quel que soit le nombre de postes et quel que soit le nombre d'opérations. Donc, on a N produits et M machines. Il n'y a pas de restriction sur les activités, sur le calcul de date de début de fin pour les activités d'une séquence quelconque. Si vous avez l'algorithme, comme d'habitude, on va revenir à cet algorithme, si vous voulez, à la fin, après l'exemple présenté. On va illustrer la méthode par exemple sur 6 produits à 2 étapes. Mais comme dans le cas général, on peut travailler sur n'importe quel nombre d'étapes. Ici, par exemple, pour le produit 3, on va exécuter une étape de préparation et de nettoyage de 8 heures, puis une étape de peinture qui dure 9 heures, et ainsi de suite pour le reste des produits. On va supposer que cet ordre-là, c'est l'ordre d'ordonnancement donné. Donc, on va supposer que nous avons déjà lancé un algorithme d'ordonnancement et l'optimisation nous a une règle de priorité, par exemple. On va supposer que la règle de priorité utilisée ici, c'est la règle FIFO. On va garder l'ordre donné par défaut pour les produits. Et on va calculer, notre objectif pour l'algorithme de Roy, c'est de calculer la date de début, de fin de chaque étape de chaque produit. Quelles sont les étapes à suivre pour effectuer ces calculs-là? On va commencer par calculer la somme cumulée de la première colonne, c'est-à-dire la première étape. Donc, c'est comme si on va calculer les dates de fin de traitement de chaque étape, de chaque produit sur la première machine. Donc, si on va exécuter le premier produit sur la première machine et on commence par exemple à t égale à 0, le traitement de P1 sur la première machine se termine à t égale à 5 heures dans ce cas. Puis, on va lancer directement P2 et ça se termine à t égale à 5 plus 4. Puis, 9 plus 8. Puis, 17 plus 2. Donc, on va calculer la somme cumulée de la première colonne, c'est-à-dire on va commencer par calculer les dates de fin de traitement de chaque produit devant la première machine, devant le premier poste de travail dans le cas général. Donc si on va parler algorithme, on va calculer la somme cumulée de la première colonne qui correspond à la première étape. Si on va interpréter ce qu'on veut faire avec cette étape, c'est calculer les dates de fin de traitement de chaque produit, de la première étape de chaque produit. Donc ici, par exemple, le produit 1 le traitement du produit 1 se termine à t égale à 5, le produit 5 à t égale à 25, le produit 6 à t égale à 37. Et comme nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est que dans ce cas, nous avons supposé qu'on commence à t égale à 0 et qu'il n'y a pas de temps de transfert, il n'y a pas de temps de réglage entre les produits. Donc directement, dès qu'on termine le traitement du premier produit, on passe au deuxième produit. Sinon, on doit prendre en considération le temps de réglage si on a besoin de ça. Donc, calculer la somme cumulée de la première étape, donc la première colonne dans ce cas. Puis, calculer la somme cumulée de la première ligne, de la première rangée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Mathématiquement, on va calculer la somme cumulée de la première ligne. Si nous avons une troisième étape C, on va aussi cumuler la durée de la troisième étape. Physiquement, maintenant, réellement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce cumul-là? On va calculer la date de fin de traitement
de chaque étape de chaque produit. Donc, pour P1 ici, le traitement de la première étape de P1 sur A va se terminer à T égale à 5. Et le traitement de la deuxième étape, de l'étape B, de l'opération B du produit 1 se termine à T égale à 5 plus 5. Donc, à T égale à 10. S'il y avait une troisième étape qui dure 3 heures, donc la date, on va calculer le cumul qui va nous donner la date de fin de traitement de la troisième étape C du premier produit et 10 plus 3 dans l'exemple que j'ai évoqué. On va calculer la somme cumulée de la première ligne et donc la première uniquement, pas pour tous les produits et tous les jobs. Donc on va calculer les dates de fin de traitement du premier produit, c'est-à-dire calculer le cumul des opérations de la première ligne. Et ici aussi, comme nous avons supposé pour la première colonne qu'il n'y a pas de temps de réglage, on a supposé qu'il n'y a pas de temps de transfert entre les postes de travail. Si nous avons un temps de transfert, on doit considérer ce temps de transfert. D'accord? D'accord. Oui. Alors, c'est pour le premier produit. Le deuxième produit, euh, 10 plus 3. comment faire pour le deuxième produit à votre avis? Est-ce qu'on va calculer directement la somme cumulée de la deuxième ligne? Non, كيما عملنا في الكولوم الأولى Donc, on va ولا comparer في quoi par العمود. rapport à quoi? 10 par rapport Oui, on va dire. Ah, نعملو 10 plus 3 Ahmed, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à lancer وقتاش le deuxième produit sur la deuxième machine. Quand est-ce qu'on peut lancer le deuxième produit sur la deuxième machine? يلزمني. كي Je- يكمل من الماشين Voilà. الأولى. Donc, je termine le traitement du produit 2 sur la première machine et la deuxième machine doit être disponible. C'est ça. Donc, on va Oui. comparer 9 à 10. Donc, on va considérer la valeur la plus grande mettant au plus tard de fin de traitement du deuxième produit pour la première étape, donc c'est la deuxième étape dans l'ordre, et la disponibilité de la deuxième machine. Donc, on va considérer 10 dans ce cas. Le max entre 10 et 9 et on va ajouter quoi? La durée. On est en train de calculer la date de fin. Donc, ici, pour la deuxième ligne, le deuxième produit, on va ajouter la durée de traitement du deuxième produit pour l'opération B dans notre cas, au maximum de la date de disponibilité de la machine de l'opération B, qui va exécuter l'opération B, et la date de fin de traitement de P2 sur la première machine. Donc on va ajouter 3 à maximum entre 10 et 9. Donc 13 ici, c'est la date de fin de traitement de P2 sur le deuxième poste. Troisième, je connais pas les troisièmes, comment on va calculer? Quelle est la valeur? Quelle est la date de fin de traitement de 9 plus 17. 9 26. plus 17, très bien. Ce sera 9 plus max entre 17 et 13. Voilà. Et on termine ainsi jusqu'à calculer les dates de fin de tous les produits devant tous les postes. S'il y avait une troisième colonne, c'est-à-dire une troisième étape, on procède de la même manière. Donc, mais dans ce cas, on ne va pas comparer le premier, la date de fin de traitement de la première étape, mais juste considérer les étapes I et I plus 1 à chaque fois. Donc, si on revient ici, la première étape, c'est calculer la somme de la première colonne, calculer la somme de la première rangée, puis on va procéder de cette manière-là. Donc, la date de fin de traitement de l'étape du produit N sur la machine N, c'est la durée de traitement du produit N sur la machine N, plus la date de fin de traitement du produit N sur la machine précédente, N-1, et la date de disponibilité de la machine courante.
C'est l'algorithme qu'on doit garder, qu'on doit appliquer, quel que soit le nombre d'opérations, quel que soit le nombre de produits. Et si on prend par exemple le 33, c'est quoi le 33? C'est quelle date? C'est la date de La date de fin de produit 4. fin de traitement du produit 4. Bon, dans ce cas, c'est la date de fin de traitement total du produit 4. Mais si nous avions d'autres étapes, ce sera la date de fin de traitement du produit 4 sur la deuxième machine. Dans ce cas, c'est la date de fin de traitement quand nous avons uniquement deux machines. Et sur la machine 1, la date de fin de traitement de P4 du produit 4 sur la machine 1 est égale à 19. Donc, on peut lire directement, comme si nous avions un Gantt, une représentation graphique de Gantt, les dates de fin de traitement de chaque étape de chaque produit. C'est max égal à Maxpan, c'est max égal 56. Voilà. 56. Bien. Emma, c'est la dernière date de traitement. C'est toujours le Cmax, c'est la dernière date de traitement. D'accord? D'accord. Oui. Donc, l'algorithme de Roy, il faut se rappeler que ce n'est pas un algorithme d'ordonnancement, c'est un algorithme qui remplace Gantt, qui peut remplacer Gantt, et qui est utilisé comme un algorithme de calcul des dates de fin devant chaque poste, de chaque produit devant chaque poste. Il est très facilement programmable sur Excel. Ce que je vous ai montré, Tawa, c'était un travail sur Excel, donc c'est très pratique de l'utiliser. C'est plus pratique que Gantt, si vous voulez, si on a une tâche répétitive de calcul de date de début et de fin. Et peut-être appliquer, quelle que soit la règle de priorité ou quel que soit l'algorithme utilisé, il suffit d'avoir déjà l'ordre de passage. Bon, il y a des cas particuliers pour les job shops, mais on va pas rentrer dans les détails Tawa. Peut-être dans les exercices en classe, on va discuter de ça. Et il n'y a aucune limite par rapport au nombre d'opérations et nombre de postes. C'est une présentation numérique simple de calcul de date. D'accord? Question sur Roi? Ok. On passe maintenant au deuxième algorithme qui est l'algorithme de Moore ou tout simplement l'algorithme de Moore. Alors, l'algorithme de Moore, c'est un algorithme applicable pour comme déjà calculer ou optimiser le nombre de tâches en retard. Nous avons par exemple 100 commandes à lancer ou 10 commandes à lancer et pourquoi c'est intéressant parfois d'utiliser un algorithme qui optimise le nombre de retards et non pas la durée de retard. Est-ce que vous pouvez voir une situation où c'est plus utile de minimiser le nombre de retards que de minimiser le retard maximum, par exemple, voilà la somme des durées de retard. Est-ce que vous pouvez me proposer deux situations? Dans l'une, il est plus important d'optimiser le nombre de commandes en retard et dans la deuxième situation, il est plus utile d'optimiser la durée de retard. Est-ce que vous pouvez imaginer deux situations différentes pour ça? Non? Alors, imaginez que pour une entreprise, le paiement des indemnités de retard se fait par retard. Donc, quelle que soit la durée de retard, il suffit de dépasser le deadline, on va payer $200, 200 € par exemple. Donc, on a intérêt à minimiser le nombre de retards. Donc, si nous aurons, par exemple, 10 heures de retard, nous avons intérêt à ce que ces 10 heures soient pour une seule commande. Quand on va payer ces $200, que ce soit le retard est de une heure, ou une journée, ou un mois. Donc, si le contrat impose de payer les indemnités, la même indemnité, quelle que soit la durée de retard,
on aura intérêt à utiliser l'algorithme de Moore pour optimiser le nombre de retards. Alors que si on a fait le contrat avec mes clients, on s'est mis d'accord que le paiement des indemnités se fait à partir de 5 heures de retard. Donc, au-dessous de 5 heures, je ne vais rien payer. Donc, dans ce cas, j'ai intérêt à minimiser quoi? À minimiser le nombre, Durée. la durée, ou Ouais. bien il y a la durée moyenne ou la durée maximale. Ça dépend des données dont nous disposons. D'accord? Donc, Moore Hudson, il est utilisé lorsque on cherche à optimiser le nombre de tâches en retard, par exemple dans une situation où on paye des indemnités, quelle que soit la durée. C'est surtout lorsqu'il y a l'export maritime en particulier. C'est pas lorsqu'on va exporter vers la Chine, par exemple, la Chine va nous envoyer un bateau. Pour 3 mois, ce ne sera pas uniquement pour un seul fournisseur, ce sera par un grand nombre de fournisseurs. Le coût de transport est très élevé, les risques sont très élevés. Donc, nous avons intérêt, il faut respecter le délai. D'accord? Donc, Moore Hudson, il est utilisé lorsque nous avons intérêt à minimiser le nombre de retards, même si on va cumuler une durée importante pour certaines commandes. Moore a des algorithmes qui peuvent être appliqués quel que soit l'atelier. Mais on va voir en particulier, c'est lancé à la main, qui m'a pour Jackson. Jackson peut être utilisé quel que soit le nombre de postes en job shop. Mais nous avons lancé uniquement Jackson A2 machine. Ce sera une simulation par le site et utiliser le KIN par exemple. Pour Moore Hudson, on va considérer comme lancement manuel alpha égale à 1. Donc un atelier à machine. D'accord? Et l'objectif c'est quoi maintenant? C'est gamma. L'objectif, minimiser le nombre de retards. Comment on présente l'objectif minimiser le nombre de retards? Hein? T, La T, sans DTI. c'est les tardiness, la durée de retard, T, tardiness, mais plutôt la somme de UI. Elle est la somme des tâches en retard, on les note somme des UI. T, c'est une durée de retard. On a besoin de quoi? Lorsqu'on parle de retard, on doit avoir quoi comme bêta, au moins? Bêta, ce sont les paramètres dont nous devons disposer pour pouvoir résoudre. Durée. La durée, c'est et puisque nous parlons de retard, on doit connaître le deadline. Donc, on doit au moins, par défaut, bêta fiha le PI. Ici, puisque on dit DI, comme si nous avons DI et PI. Donc, pour pouvoir lancer Moore Hudson, on doit avoir les informations, au moins 2 informations sur chaque job, le deadline et la durée. D'accord? Moore, il est applicable pour optimiser le nombre de tâches en retard lorsque nous avons par exemple à payer des pénalités ou des indemnités pour n'importe quel retard, quelle que soit sa durée. D'accord? Et dans ce cas, alpha, bêta, gamma fera un DI et somme de UI. L'algorithme est le suivant, mais on ne va pas le lire comme d'habitude. On va l'appliquer à ce cas. EDD, c'est quelle règle qu'on a? Quelle règle de priorité? EDD pour dire Earliest Delivery Date. Earliest Delivery Date, c'est la règle de priorité utilisée pour l'algorithme de Moore-Hudson, où est la représentation alpha, bêta, gamma, MTO. Alpha égale à 1, bêta DIPI et gamma égale à somme DUI. EDD, c'est Earliest Delivery Date. Lorsque nous avons appliqué Jackson et Johnson, elle est la règle et je n'ai la règle de priorité qui est à la base de Johnson et Jackson.
شنو مدام نسيت أيضا؟ La règle de priorité qui est à la base de l'algorithme de Johnson et Jackson. كيفاش نابليكيوه احنا Johnson? On part de temps سي opératoire. ماكس. Avec l'objectif. Mais on part du temps opératoire le plus court. Donc, la règle de priorité qui est à la base des algorithmes Johnson-Jackson, c'est le TOC ou la LSPT, Shortest Process Time, ou le temps opératoire le plus court. Alors que pour Moore-Hudson, la règle de priorité, c'est Earliest Delivery Date, ou le deadline. Et c'est très logique parce qu'on travaille sur des retards. Donc, on va partir de là. Chaque tâche doit avoir l'information sur le processing time, la durée, PI, et sur la date promise, la date demandée par le client. Le client, je vous rappelle, peut être l'atelier suivant, voilà, peut-être le storage space, voilà, l'essentiel, le client qui va recevoir le produit fini. D'accord? Oui. Alors, la première étape selon l'algorithme de Moore, c'est trier les tâches par ordre croissant de date promise. Ici, la date la plus proche, c'est 15. Donc, on commence par la tâche 7, puis 17, on commence par, puis la tâche 2, et ainsi de suite. Donc, la première étape, c'est ordonner les tâches par date promise. D'accord? Puis, on va calculer. مدام يبداو الزوز عندهم نفس الدات، نختاروا اللي فيها أقل بي ولا ما يهمش. Si l'objectif, si on va nous concentrer sur un problème mono-objectif. Donc, l'objectif NTI, c'est minimiser le nombre de tâches en retard. Vous pouvez choisir aléatoirement si vous avez des deadlines égaux. D'accord? Si, c'est le même raisonnement que pour deux durées égales pour Johnson ou Jackson. Donc, si on veut ajouter un deuxième objectif de minimiser l'encombrement, par exemple, si la règle EDD t'atteint deux délais égaux, je passe au temps opératoire le plus court. Donc, on met le plus court. Si il y a deux délais de livraison égaux, on a le temps opératoire le plus long. Donc, si vous avez une deuxième règle de priorité à appliquer, en second lieu, c'est la date promise, puis un deuxième objectif, vous appliquez cet objectif-là. Sinon, vous choisissez aléatoirement. Et qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi choisir aléatoirement? Quel que soit l'ordre que vous allez choisir, vous aurez toujours le même nombre de tâches en retard, le même nombre minimal de tâches en retard. Choisir on peut choisir aléatoirement. Aléatoirement hakika, mais aléatoirement si on se fixe un seul objectif de nombre de tâches en retard. Quel que soit l'ordre, on va avoir le même nombre optimal minimal de tâches en retard. D'accord? Donc, la première étape, c'est trier dans l'ordre croissant de la date promise toutes les tâches. On va supposer que c'est l'ordre qu'on va adopter et on va calculer la date de fin de traitement de chaque tâche. Sauf indication, on suppose qu'on commence à t égale à 0. Donc, je vais lancer la tâche 7, puis 2, puis 1, puis 4, et ainsi de suite, et on va terminer par la tâche 6. Je commence à t égale à 0, la tâche 7 va se terminer à t égale à... Je commence à t égale à 0, je termine 7 à t égale 6. 6, oui, 6 plus 5, oui, 13, et ainsi de suite. 10, 11, 13, 21, jusqu'à... la tâche 6 se termine à t égale à 42. Donc, la première étape, trier dans l'ordre croissant de la date promise, puis calculer les dates de fin. Troisième étape, c'est comparer les dates de fin aux dates promises. Comparer les dates de fin calculées aux dates demandées par le client et repérer la première tâche en retard.
ici, pour la tâche 7, on doit terminer à t égale à 15 et on termine à t égale à 6. Elle n'est pas en retard. Pareil pour 2, 17, 11, 20, 13, 22, 21. La tâche 3, la date promise de la tâche 3 est 25 et nous, on termine, si on adopte cet ordre de passage, à t égale à 31. Donc, nous avons 3 tâches en retard, mais on s'en fout des tâches, du reste de tâches. Ce qui nous intéresse, c'est que la première tâche en retard, c'est la tâche 3. On doit repérer cette première tâche en retard. Et on va considérer toutes les tâches qui ne sont pas en retard et la première tâche en retard uniquement. Donc, on oublie ce qui reste. On considère les tâches qui ne sont pas en retard et la première tâche en retard. Parmi ces tâches considérées, c'est 2, 1, 4, 3 dans notre cas, on va considérer la tâche qui a la durée la plus importante, que ce soit heavy ou heavy, l'essentiel, on va revenir au processing time et on va repérer la durée la plus grande. Ici, c'est la tâche 3. D'accord? Vous suivez? Vous suivez? Oui. Oui, madame, oui. Ouais. Oui. Donc, on repère la tâche la plus grande et on va considérer cette tâche-là. Je vais la mettre dans une séquence à part. D'accord? On va éliminer cette tâche-là pour la mettre dans une séquence à part. Donc, maintenant, j'ai préparé une nouvelle séquence et à titre de séquence à la tâche numéro 3 uniquement. Et je travaille, après avoir éliminé cette tâche-là, à titre à part, je éliminé, je les ai mis à part, je l'ai mise à part, cette tâche-là. Et la nouvelle séquence, c'est 7, 2, 1, 4, 5, 6. Je n'ai plus de tâche 3. À titre à part, moi, je n'ai plus de tâche 3 dans le tableau. Donc, la nouvelle séquence, c'est celle-là. À partir de cette étape, on va recalculer les délais de livraison. Les nouvelles, les dates de fin de traitement. On va calculer les nouvelles dates de traitement. Donc, ça sera 6, 11, 13, 13 plus 8, 13 plus 8, 21, 28. 21. Voilà, 21, 28, 32. D'accord? Maintenant, à votre avis, نحيو l'état. là, on va شوفوا الretard. Très bien, très bien. On va considérer la première tâche en retard. Ici, quelle est la première tâche en retard? 5. C'est la tâche 5. 5. Voilà. Et on va considérer la séquence 7, 2, 1, 4 et 5. 4. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? نحيو séquence 4. نحيو 4 parce que عندها أكبر la plus grande durée d'exécution. Bien. نعملها ال 4. Qu'est-ce que je fais avec cette tâche 4? نحطوها مع 3. Très bien. On va la mettre avec la tâche 3. عندي 3. Une séquence formée de 7, 2, 1, 6 et une séquence formée par 3, 4. Recalculer les dates de fin de traitement. Repérer la première tâche en retard. Considérer la séquence de toutes les tâches qui ne sont pas en retard et la première tâche en retard. Repérer la durée la plus grande parmi ces tâches-là. L'éliminer et la mettre dans une séquence, puis continuer ces itérations jusqu'à quoi? C'est quoi la condition d'arrêt? حتكشي توالي ما عادش عندنا حتى تاش en retard. Très bien, jusqu'à ne plus avoir de tâches en retard. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on a une tâche en retard? Non. Non? Donc, Non. l'algorithme est terminé. Aucune tâche en retard.
Donc, la séquence optimale est la suivante. Donc, deux séquences optimales. La première, Dima, on commence par les tâches restantes, qui ne sont pas en retard, 7, 2, 1, 5, 6, et doivent être exécutées dans cet ordre-là. On doit exécuter dans l'ordre les tâches 7, 2, 1, 5 et 6. Ces tâches-là ne seront pas en retard. Les tâches 3 et 4 seront en retard, quel que soit l'ordre qu'on va considérer. Donc, si on va adopter cet ordre-là, on va avoir 2 tâches en retard. Si on exécute 4 puis 3, 3 puis 4, on va avoir dans tous les cas, dans les deux cas, les 2 tâches en retard et quoi? Et les tâches 7, 2, 1, 5, 6 ne sont pas en retard. D'accord? Donc, nous aurons 2 séquences possibles et la situation optimale, c'est tâche 4 et 3 en retard. C'est clair pour l'algorithme de Moore? Oui, madame. Maintenant, je vais changer. شكون اللي حال الموسيقى يقرا على الموسيقى هذا شكون؟ alors راديو في البيت الآخر مساك في البيت. لا ما نسيتش حتى كنت تقرا على الموسيقى ما ساجن pas. Alors, vous avez jusqu'à 10h30 ترجعوا لي l'exercice que je vous ai partagé sur Classroom. 10h30 et on va corriger cet exercice-là. Juste noter le nom. Madame, Oui. sur papier, نجمو. Et sur papier ou bien Sur sûr. papier. بالعكس, sur papier obligatoirement vous تعملوا une photo تبعثوها. Donc اللي D'accord. donc ce sera وجيه نكتبهم وجيه وائل منال خلط خلوط راك normalement les j'étais trop en retard اليوم. Donc وجيه qui est là depuis 9h en fait. Yedri منال وائل كتبت وائل non وائل زيدا اللي là من الأول. Bon, Akram, tu es là? Oui, oui. ما ليش من الأول. ما ليش من الأول. Tu es là en tout cas. Voilà. On va corriger. Vous avez. Ça nécessite 10 minutes maximum. On revient pour la correction. D'accord? Comme 10 minutes, voilà, qui m'a très bon, on va reprendre. D'accord? Il envoie le lorsque vous terminez les 4, on va corriger. D'accord? Voilà.